Bonjour Madame la Ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Je souhaiterais vous donner quelques idées à propos de la question des mineurs. En fait, la première idée est la suivante, c'est que tous les historiens convergent sur le point de savoir que la violence a décru fortement à partir du XVIe siècle, ce qui a été attribué à la civilisation des mœurs, dont Norbert Elias a parlé, mais les mises en cause ont augmenté à partir de 1950, après une baisse de plusieurs siècles. En fait, pour les mineurs, c'est plus exactement à partir de l'année 39. Il y a vraiment un pic de délinquance des mineurs durant les années de guerre, puis une augmentation continue durant les 60 dernières années, avec un taux d'augmentation qui quadruple à partir de 85. Et puis, ce qu'on a constaté, c'est une diminution à partir de 2011, confirmée en 2012, pour l'ensemble des délits, dont les vols et les violences, mais à l'exception des violences sexuelles et des infractions liées aux stupéfiants. Plus précisément, cette diminution de la délinquance des mineurs, elle est constatée en zone police, mais pas en zone gendarmerie. Mais en zone police, elle est importante, puisqu'elle est de moins 6 points en 2011, un peu plus de moins 6 points, et moins 6 points en 2012. Et par exemple, pour ce qui concerne les atteintes aux biens, en 2012, c'est moins 9%. Pour ce qui concerne les atteintes volontaires à l'intégrité physique, c'est aussi près de moins 9% en 2012, et c'était moins 6% en 2011. Donc on a une baisse qui est constatée depuis 2 ans, après 60 années d'augmentation. C'est pour cette raison qu'on peut s'interroger à la suite du concept qui a été avancé par l'épistémologue Ian Hacking sur le fait qu'on pourrait finalement constater que cette augmentation, cette explosion de la délinquance des mineurs serait en réalité peut-être un phénomène transitoire sur le plan de l'histoire. Alors, ces phénomènes, j'y reviendrai dans la question pour détailler, c'est un phénomène qui est caractérisé par 4 dimensions qu'on retrouve justement concernant les mineurs. Alors, si maintenant on se penche sur les chiffres, ce qu'on constate, c'est que dans une classe d'âge, dans les différentes classes d'âge entre 10 et 18 ans, c'est-à-dire les un peu plus de 6 millions de mineurs, on en a 3,5% qui sont mis en cause, 2,3% font l'objet d'un traitement pénal, 1,4% pour une mesure alternative aux poursuites, donc d'où l'importance qui a déjà été soulignée des mesures alternatives aux poursuites. Le point important, c'est que dans une étude de 2012 qui a été publiée dans le cadre d'Infostat Justice, le numéro 119, qui est disponible en ligne, l'estimation finale calculée à partir du panel des mineurs, montre que près de 2 mineurs sur 3, ayant eu affaire avec l'institution judiciaire, ne commettent pas de nouvelles infractions identifiées dans une procédure en cours ou achevée après 6 années d'observation au maximum, compte tenu que les jeunes qui atteignent la majorité sortent du panel des mineurs. Mais en tout cas, ce chiffre-là, 2 sur 3, en tout cas, ne sont pas enregistrés dans un cadre judiciaire durant les années qui suivent, est vraiment un chiffre que vous pouvez considérer comme un chiffre consolidé. Parmi ces mineurs, 1,2% font l'objet d'une mesure ou d'une sanction, 9 sur 10 000 ont quitté leur famille au profit d'un foyer ou d'un hébergement autonome ou d'une famille d'accueil. Donc vous voyez, on commence déjà à constater la sélection parmi le flux entrant au titre des mises en cause, on a déjà une sélection, ceux qui vont quitter leur famille. Donc 9 sur 10 000. Donc déjà, on commence à être dans une certaine rareté. Juste un point, c'est que durant les 10 dernières années, ce qui a été constaté du point de vue judiciaire, c'est que on a surtout constaté une réorganisation des outils traditionnels de la justice des mineurs, ceux d'avant 2002, plus qu'à la mise en œuvre des nouveaux. Les nouvelles procédures comme le jugement à délai rapproché, introduit en 2002, ou la présentation immédiate, sont utilisées aujourd'hui de façon réduite. 2% des actes de saisie du juge des enfants. Et en fait, en réalité, ils visent principalement une population très ciblée, qui est justement celle des mineurs réitérants pour lesquels ces dispositifs avaient été prévus. Maintenant, si on s'intéresse aux mineurs délinquants dans les lieux privatifs de liberté,
on enregistre en 2011, parmi l'ensemble des près de 4 millions de mineurs de 13 à 18 ans, 6 sur 10 000 des classes d'âge concernées ont quitté leur famille pour être placés dans une structure d'hébergement contraint, centre éducatif fermé ou renforcé. Et, en bas de la page, 7 sur 100 000 des mêmes classes d'âge ont été détenus après condamnation. Ce que ça signifie pour nous, c'est que la fraction des mineurs qui sont multiréitérants, voire très multiréitérants, cette fraction est relativement étroite, elle est relativement rare, mais très problématique, réclamant des prises en charge très très soutenues. Le tableau qui est au-dessus vous montre justement ce qu'on appelle le biais de sélection, c'est-à-dire le fait que les mineurs primo-délinquants réitèrent moins, les mineurs réitérants réitèrent plus, c'est la ligne médiane, et ceux qui sont placés en CEF, qui sont réputés multiréitérants, réitèrent d'autant. C'est-à-dire, effectivement, on observe des multiréitérations le plus souvent chez les déjà réitérants. C'est l'illustration du biais de sélection. Alors, là, je passe rapidement. En fait, ce qu'on constate, 2 points. D'une part, le nombre moyen d'écroués par classe d'âge est relativement faible chez les mineurs. Il devient très très important chez les 21-25 ans. Et ce qui est en dessous, en fait, correspond à des chiffres qui ont déjà été donnés par Annick Hensey, c'est-à-dire le rapport des risques est 3 fois plus important pour les mineurs que chez les 18-29 ans. Alors, ceci nous amène à l'évidence. Vous avez des réitérants, des moins réitérants. Vous avez plusieurs groupes parmi les mineurs délinquants. Il y a un premier groupe qui en fait renvoie plus ou moins à nos 2 tiers, les 2 tiers de mineurs qui ne réitèrent pas, qui relèvent sans doute d'une délinquance réactionnelle ou de provocation, largement due à l'environnement, qui trouvent justement une réponse dans le traitement policier et dans le traitement judiciaire, dans les mesures alternatives le plus souvent. Et un deuxième groupe qui relève d'une délinquance de destruction, et ce groupe, il comporte justement les mineurs les plus difficiles, du fait de l'importance de leur conduite agie et de leur difficulté à tolérer les réponses institutionnelles qui leur sont apportées. En réalité, quand on considère les différents paradigmes de la délinquance des mineurs qui ont été exposés ces dernières années, il y a un premier paradigme constructiviste qui attribue la délinquance au changement du périmètre de la pénalité. Effectivement, le périmètre de la pénalité a très fortement changé. Aujourd'hui, dans le périmètre actuel, dans le périmètre pénal, les infractions des années 70 comptent pour 30%. 70% sont des nouvelles infractions. Mais ceci n'explique pas tout. Et le deuxième paradigme sur la question de la délinquance des mineurs a attribué les problèmes de multiréitération chez les mineurs à des troubles de la socialisation qui pouvaient être liés... je fais référence aux travaux d'Hugues Lagrange, aux travaux de Didier Lapéronie, par exemple, qui ont montré que ces troubles de la socialisation pouvaient être liés à des questions de développement précoce, d'une part, et d'autre part, à des questions de conflictualité issues de la ségrégation sociale. Donc, à ces différents types de délinquance vont correspondre différents types de réponses. Alors, quelques pistes. Et je voudrais souligner le fait que ces pistes se regroupent sur l'idée de la qualité de l'accompagnement des mineurs concernés. La première chose, c'est qu'on peut mettre l'accent sur quelques groupes spécifiques, avoir un regard qui sort. L'approche de la délinquance à partir des années d'après-guerre a été une approche qui était très très générique, très très générale. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une approche spécialisée où on distingue un certain nombre de groupes spécifiques qui doivent donner lieu à des réponses spécifiques. La question du handicap, par exemple, est une question importante. Le handicap est une cause d'un désavantage social qui va trouver la délinquance comme une forme de compensation. Donc, pour y répondre, il faut répondre au handicap pour permettre de soulager le désavantage social et de permettre l'absence de pérennisation justement de la délinquance comme forme de compensation. Les mineurs successivement ou simultanément en danger et délinquants, c'est-à-dire ils sont pris en charge simultanément ou successivement au civil et au pénal. C'est un groupe particulièrement difficile. Ce sont des mineurs qui rentrent plus tôt que les mineurs seulement au pénal, qui rentrent plus tôt dans la délinquance avec un nombre d'affaires au pénal qui est 2 fois plus important. Ils rentrent 2 ans avant, en moyenne, et ils ont un nombre d'affaires
2,5 fois plus important, avec notamment une queue de distribution qui montre qu'on a affaire là à des mineurs très très multiréitérants. Ces mineurs, par ailleurs, ont eu des difficultés personnelles considérables dont les résultats sont montrés par le retraitement d'une enquête qui avait été réalisée par l'INSERM pour la protection judiciaire de la jeunesse. Alors, trois autres dimensions. L'interrogation des mesures et des sanctions éducatives et des peines comme outil de lutte contre la récidive. Là, il y a vraiment une interrogation qui doit être conduite. Elle a commencé à être conduite, et je vous renvoie justement à l'infostat numéro 119, où un travail a été fait de mesure du taux de désistance, c'est-à-dire l'absence de réitération, en tenant compte de la nature de l'infraction et du type de mesure. Le deuxième aspect, c'est le développement du travail partenarial. Le troisième aspect, c'est l'évitement pour les mineurs multiréitérants des sorties sèches des dispositifs de prise en charge, comme ça a été déjà indiqué. Alors, le développement, cette question de l'accompagnement, ce qui a été constaté par des travaux qui ont été conduits ces dernières années, c'est d'une part qu'un certain nombre de mineurs de la protection judiciaire de la jeunesse ou de l'ASE consultent très systématiquement les urgences psychiatriques. Et ce qu'on constate à ce moment-là, c'est qu'on va avoir un type de réponse qui va être presque aussi chaotique que le chaos dans les existences de ces jeunes. Autrement dit, il faut privilégier des prises en charge beaucoup plus continues qui réclament un travail partenarial intense entre le secteur de la PJJ ou de l'ASE et le secteur de la psychiatrie. Une expérimentation qui a été réalisée à la protection judiciaire de la jeunesse a consisté à doter des centres éducatifs fermés expérimentaux en moyens de santé mentale. Il a été constaté, à l'issue de l'évaluation très précise qui a été conduite de cette action, une diminution des incidents au cours du séjour des mineurs dans ces structures, ou bien le maintien d'un même niveau d'incident, mais avec une aisance bien accrue des équipes à supporter ces incidents. Or, les incidents sont des éléments très très importants de l'action éducative. Ce sont des moments en même temps très problématiques et très féconds. Et là, il y avait un véritable progrès. Une autre étude a pu montrer qu'il y avait un aspect qui était important, qui consistait dans la durée de séjour des mineurs, la durée de prise en charge. Il a été constaté que les séjours en centre éducatif fermé au-delà de 6-7 mois permettaient de constater une diminution significative du taux de récidive. Donc on voit bien que là, toutes ces idées tournent autour de l'accompagnement des mineurs et de la qualité de l'accompagnement des mineurs au cours des mesures, à partir d'un regard porté sur le type de mesures et donc sur le type de décisions judiciaires qui peuvent être préférables dans cette perspective. Merci. Je vous remercie.